Je m'appelle Françoise et j'ai 68 ans. Ce que je vais vous raconter s'est passé le jour de Thanksgiving et ça a détruit ma famille pour toujours. Mais avant de vous expliquer pourquoi, j'ai dit ces 6 mots terribles qui ont rendu tout le monde blanc comme un drap, laissez-moi vous dire ce que j'ai vu ce jour-là. Il faisait très froid ce jeudi-là, -9 degrés, le genre de froid qui vous pique la peau et vous fait mal aux poumons quand vous respirez. J'avais décidé de faire une surprise à mon fils Bastien et à sa femme Camille. Je voulais leur apporter un gâteau aux pommes que j'avais fait moi-même avec la recette de ma grand-mère. Bastien a 42 ans et il travaille dans une grande entreprise. Camille a 38 ans et elle est professeure. Ils habitent dans une belle maison avec leurs 3 enfants. Lucas, qui a 15 ans, Emma, qui a 12 ans, et mon petit Théo, qui n'a que 8 ans. Théo, c'est mon petit-fils préféré. Ne le dites à personne, mais c'est vrai. Il me ressemble beaucoup quand j'étais petite. Il a les mêmes yeux verts que moi, et il aime dessiner comme j'aimais dessiner. Donc, j'arrive devant leur maison avec mon gâteau. Je gare ma voiture et je sors. Il y a de la neige partout et le vent souffle fort. Je marche vers la porte d'entrée et c'est là que je le vois. Théo. Mon petit-fils de 8 ans. Il est assis sur les marches devant la maison. Il porte seulement un t-shirt rouge et un short bleu. Pas de manteau, pas de chaussettes, juste des chaussures de sport toutes mouillées. Ses petites mains sont rouges et ses lèvres sont bleues. Il tremble comme une feuille dans le vent. Je cours vers lui et je crie « Théo, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais dehors habillé comme ça? » Il me regarde avec ses grands yeux verts pleins de larmes. Il claque des dents quand il me parle. « Grand-mère Françoise, je dois rester dehors. » « Pourquoi? Qui t'a dit ça? » « Papa et maman. Ils ont dit que je ne peux pas entrer tant que je ne dis pas pardon pour ce que j'ai fait. Mon cœur se brise. Je prends Théo dans mes bras. Il est glacé. Son petit corps tremble tellement que ça me fait mal au ventre. « Qu'est-ce que tu as fait, mon chéri? » « J'ai cassé un vase ce matin. C'était un accident, grand-mère. Je promets que c'était un accident. Je jouais au ballon dans le salon et le ballon a touché le vase. Papa s'est mis très en colère. Il a crié très fort. Maman aussi. Je regarde vers les fenêtres de la maison. Je vois de la lumière chaude à l'intérieur. Je sens l'odeur de la dinde qui cuit. J'entends des voix qui rient et qui parlent fort. La famille fait la fête. Ils mangent le repas de Thanksgiving et ils ont laissé un enfant de 8 ans dehors dans le froid terrible. Depuis combien de temps tu es là, Théo? Je ne sais pas, grand-mère. Très longtemps. Mes pieds ne sentent plus rien. Je regarde ses petits pieds. Ils sont tout rouges et ils ont l'air très douloureux. Cet enfant peut attraper une maladie grave s'il reste dehors comme ça. Tu as essayé de frapper à la porte? Oui, mais papa a dit que si je frappe encore, je vais rester dehors toute la nuit. J'ai tellement de colère en moi que mes mains tremblent. Comment mon propre fils peut-il faire ça à son enfant? Comment peut-il laisser un petit garçon dehors par ce froid pour un vase cassé? Et le jour de Thanksgiving? Je porte Théo vers la porte. Il est si léger dans mes bras, comme un petit oiseau. Je sens son cœur qui bat très vite contre ma poitrine. Grand-mère, non. Papa va être très en colère si tu m'amènes à l'intérieur. Il va crier encore plus fort. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Grand-mère va s'occuper de tout. Je regarde par la fenêtre. Toute la famille est là. Bastien, Camille, Lucas, Emma, et même les parents de Camille, Hervé et Brigitte.
Ils sont tous assis autour de la grande table avec la belle nappe blanche. Il y a une énorme dinde au milieu de la table, avec des pommes de terre, des légumes et plein d'autres bonnes choses. Ils rient et ils mangent. Ils passent un moment merveilleux. Et pendant ce temps, leur fils et petit-fils de 8 ans étaient en train de geler dehors. Je frappe à la porte. Personne ne répond. Ils ne m'entendent pas à cause du bruit et de la musique. Je frappe plus fort. Toujours rien. Alors j'essaie d'ouvrir la porte. Elle n'est pas fermée à clé. Je la pousse et elle s'ouvre. Mais quelque chose me dit de ne pas entrer tout de suite. Je veux voir combien de temps ils vont rester là à manger pendant que Théo souffre dehors. Je veux voir s'ils vont se rappeler qu'ils ont un autre enfant. Je reste dans l'entrée avec Théo dans mes bras. Je regarde ma famille qui fait la fête. 5 minutes passent, 10 minutes, 15 minutes. Personne ne demande où est Théo. Personne ne se lève pour aller voir s'il va bien. Ils ont complètement oublié qu'ils ont laissé un enfant dehors dans le froid. C'est à ce moment-là que toute ma colère explose. Je donne un grand coup de pied dans la porte pour qu'elle s'ouvre complètement. Bang! La porte frappe le mur avec un bruit énorme. Tout le monde arrête de parler. Tout le monde arrête de manger. Ils se retournent tous vers moi. Bastien a encore un morceau de dinde dans la bouche. Camille tient son verre de vin en l'air. Les enfants me regardent avec des yeux ronds. Je marche vers la table avec Théo dans mes bras. Mes pas font du bruit sur le plancher. Personne ne dit rien. L'air est lourd et tendu. Et là, je dis 6 mots, 6 petits mots qui vont changer tout. 6 mots qui vont détruire cette famille pour toujours. Je regarde mon fils Bastien droit dans les yeux. Et je dis d'une voix très froide, « Il n'y a plus de famille ici. » Le visage de Bastien devient blanc comme la neige. Camille laisse tomber son verre de vin sur la table. Le vin rouge coule partout sur la belle nappe blanche. Lucas et Emma arrêtent de manger et ils nous regardent. Hervé et Brigitte ont l'air très surpris et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais ce n'est que le début de cette histoire terrible. Parce que ce que j'ai découvert après ces 6 mots, c'est bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Commentez ci-dessous, car j'aimerais entendre vos pensées, et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre ce grand objectif de 5000 abonnés. Nous en sommes si proches, et chacun compte. C'est gratuit pour vous, mais cela signifie tout pour cette chaîne. Et hey! Pendant que vous y êtes, j'ai laissé une vidéo et aussi un lien vers une playlist sur l'écran final qui, je promets, vous surprendra. Sérieusement, ne les ratez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, allez appuyer sur ce bouton et faites partie du voyage. Après que j'ai dit ces 6 mots terribles, le silence dans la salle à manger est si lourd qu'on pourrait le couper avec un couteau. Théo tremble encore dans mes bras, ses petites doigts agrippés à mon manteau, comme s'il avait peur que je le laisse. Bastien se lève lentement de sa chaise. Son visage est encore tout blanc, mais maintenant, je vois de la colère dans ses yeux. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu amènes Théo à l'intérieur? » Je t'ai dit qu'il devait rester dehors jusqu'à ce qu'il apprenne sa leçon. Ma colère explose comme un volcan. Sa leçon? Bastien, cet enfant était en train de geler dehors. Il fait moins 9 degrés. Il aurait pu mourir. Ne sois pas dramatique, maman. Il n'allait pas mourir. C'était juste pour 1 heure ou 2. 1 heure ou 2? Je regarde l'horloge sur le mur. Théo, à quelle heure papa t'a mis dehors?
Théo chuchote tout bas. Ce matin, grand-mère, quand j'ai cassé le vase, c'était après le petit déjeuner. Je regarde encore l'horloge. Il est 4 heures de l'après-midi. Théo a été dehors pendant presque 8 heures. 8 heures dans le froid terrible, avec juste un t-shirt et un short. 8 heures, Bastien! Tu as laissé ton fils dehors pendant 8 heures. Camille se lève aussi. Elle essuie le vin rouge sur sa robe avec sa serviette. Françoise, tu ne comprends pas. Théo doit apprendre à faire attention. Il casse toujours des choses dans cette maison. Le vase qu'il a cassé coûtait 500 €. C'était un cadeau de ma mère. Je regarde Brigitte, la mère de Camille. Elle baisse les yeux et elle ne dit rien. Elle a l'air gênée. 500 €? Je ris, mais ce n'est pas un rire heureux. Tu penses qu'un vase de 500 € vaut plus que la santé de ton fils? Ce n'est pas ça, grand-mère, dit Lucas, le frère de Théo. Il a 15 ans et il croit qu'il est déjà un adulte. Théo fait toujours des bêtises. Papa et maman en ont assez. Emma, qui a 12 ans, ajoute « Et il pleure tout le temps comme un bébé. C'est énervant. » Je regarde ces 2 enfants, mes autres petits-enfants, et mon cœur se brise encore plus. Ils parlent de leur petit frère comme s'il était un animal méchant. Théo ne fait pas de bêtises exprès, je dis. Il a 8 ans. Les enfants de 8 ans casentent des choses parfois. C'est normal. Normal? Camille met ses mains sur ses hanches. Françoise, la semaine dernière, il a renversé du jus d'orange sur mon ordinateur portable. L'ordinateur est cassé maintenant. Ça va me coûter 800 € pour le réparer. Et avant ça, dit Bastien, il a perdu ses chaussures de sport neuves. Des chaussures là qui coûtaient 120 €. Et il a déchiré son pantalon d'école en jouant dans la cour, ajoute Camille. Un pantalon de 60 €. Je les écoute faire la liste de tous les accidents de Théo et je comprends quelque chose d'horrible. Ils ne voient plus Théo comme leur enfant. Ils le voient comme un problème, comme quelque chose qui leur coûte de l'argent. Vous comptez l'argent que dépense votre fils? Je demande. Ma voix tremble de colère. Vous tenez une liste de tous ces accidents? Il faut bien, dit Bastien. Cet enfant nous coûte une fortune. Et il ne fait aucun effort pour faire attention. Je regarde Théo dans mes bras. Ses yeux verts sont pleins de tristesse. Il entend tout ce que sa famille dit sur lui. Il entend qu'ils pensent qu'il coûte trop cher, qu'ils en ont assez de lui. Théo, je chuchote, est-ce qu'ils te disent souvent ces choses? Il fait oui avec sa tête, mais il ne parle pas. Il a trop peur. Depuis quand? Depuis longtemps, grand-mère. Papa dit que je suis trop chère. Maman dit que je lui donne mal à la tête. J'ai envie de pleurer, mais je reste forte. Je regarde Hervé, le père de Camille. Il est assis dans son coin et il mange encore sa dinde comme si rien ne se passait. Hervé, tu ne dis rien? Tu trouves ça normal de laisser un enfant de 8 ans dehors dans le froid? Hervé lève les épaules. Ce n'est pas mon enfant, Françoise. C'est à Bastien et Camille de décider comment élever leurs enfants. Exactement, dit Camille. C'est notre maison et nos règles. Si Théo ne peut pas suivre les règles, il doit apprendre. Quelles règles? Je crie. Ne pas être un enfant, ne jamais faire d'accident, ne jamais faire de bruit. Les règles de respect, dit Bastien. Théo ne respecte rien dans cette maison. Je regarde autour de moi, cette belle maison avec ses meubles chers, ses décorations parfaites, ses murs blancs sans une tache. C'est une maison de magasin, pas une maison pour des enfants. Et où était Théo censé aller aux toilettes pendant ces 8 heures dehors? Je demande.
Bastien et Camille se regardent. Ils n'ont pas pensé à ça. Il aurait pu frapper à la porte pour demander, dit Camille. Mais tu viens de dire qu'il ne pouvait pas frapper à la porte. Tu as dit qu'il devait rester dehors toute la nuit s'il frappait encore. Camille devient rouge. Elle ne sait pas quoi répondre. C'est là que Théo parle d'une petite voix. J'ai fait pipi dans mes vêtements, grand-mère. Je ne pouvais pas me retenir. Mon cœur explose de douleur. Ce petit enfant a fait pipi dans ses vêtements parce que sa propre famille l'a laissé dehors comme un chien. Et tu as eu faim? Je demande. Oui, très faim. J'entendais l'odeur de la dinde et ça me donnait encore plus faim. Tu n'as pas mangé de toute la journée? Papa a dit que je ne pouvais pas manger tant que je ne disais pas pardon. Mais grand-mère, j'ai dit pardon. J'ai dit pardon au moins 100 fois, mais papa n'écoute pas. Je regarde mon fils, cet homme de 42 ans que j'ai élevé avec tout mon amour. Comment est-il devenu si cruel? Comment peut-il traiter son propre enfant comme ça? Bastien, je dis d'une voix très calme, est-ce que tu te rappelles quand tu avais 8 ans? Tu as cassé la fenêtre de la cuisine avec ton ballon de foot. Tu as cassé 3 assiettes en une semaine. Tu as perdu ton cartable 2 fois. Est-ce que je t'ai mis dehors dans le froid? Bastien ne répond pas. Non, je continue. Je t'ai grondé, je t'ai expliqué qu'il fallait faire attention, et après, on a mangé ensemble. Parce que c'est ça, une famille. C'était différent à l'époque, dit Bastien. Différent comment? Les enfants étaient moins difficiles. Ou peut-être que les parents étaient plus patients. Suddenly, quelque chose d'horrible se passe. Théo commence à trembler très fort dans mes bras. Ses lèvres deviennent encore plus bleues et ses yeux se ferment. Théo, Théo, reste avec moi, je crie, mais c'est trop tard. Le petit corps de mon petit-fils devient tout mou dans mes bras. Il a perdu connaissance. Et c'est là que j'apprends la vérité la plus choquante de toute cette histoire. Appelez une ambulance, je crie en tenant le corps mou de Théo dans mes bras. Appelez une ambulance maintenant. Mais personne ne bouge. Bastien et Camille se regardent avec des visages paniqués. Lucas et Emma restent assis à table comme s'ils ne savaient même pas quoi faire. Hervé continue de manger sa dinde et Brigitte se cache derrière sa serviette. J'ai dit appeler une ambulance, je hurle encore plus fort. Finalement, Camille sort son téléphone, mais ses mains tremblent tellement qu'elle n'arrive pas à composer le numéro. Je pose Théo doucement sur le canapé du salon et je vérifie s'il respire encore. Ses petites lèvres sont maintenant presque violettes et sa peau est glacée, mais heureusement, il respire encore. « Donnez-moi des couvertures, vite !» je commande. Emma court chercher des couvertures pendant que je frotte les petites mains et les pieds de Théo pour essayer de les réchauffer. Théo, mon chéri, reste avec grand-mère. Tout va bien aller. Au bout de quelques minutes terribles, Théo ouvre lentement les yeux. « Grand-mère ?» Il chuchote. « Oui, je suis là, mon amour. Tu es en sécurité maintenant. » Les ambulanciers arrivent très vite. Ils examinent Théo et ils disent qu'il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Il a une hypothermie légère et il est très déshydraté. « Qui a laissé cet enfant dehors par ce temps ?» demande l'ambulancier principal, un homme qui s'appelle Olivier. Tout le monde se tait. Personne ne veut répondre. Moi, je vais répondre, je dis. Ce sont ses parents? Ils l'ont puni en le laissant dehors pendant 8 heures parce qu'il a cassé un vase. Olivier regarde Bastien et Camille avec des yeux très en colère. 8 heures? Par moins 9 degrés? Vous savez que c'est de la maltraitance d'enfants?
Maltraitance? Camille devient toute rouge. Nous ne maltraitons pas nos enfants, c'était juste une punition. Une punition qui aurait pu tuer votre fils, dit Olivier. Nous devons signaler cette situation aux services sociaux. Non, crie Bastien. Vous ne comprenez pas. Cet enfant est impossible. Il casse tout. Il nous coûte une fortune. Nous essayons juste de lui apprendre à être responsable. L'autre ambulancière combat Boscan, qui s'appelle Marine, secoue la tête. Monsieur, un enfant de 8 ans n'est pas censé être responsable comme un adulte. C'est votre travail de le protéger, pas de le punir comme ça. Ils emportent Théo dans l'ambulance. Je monte avec eux, laissant ma famille dans leur belle maison avec leur repas de Thanksgiving froid. À l'hôpital, pendant que les médecins s'occupent de Théo, j'attends dans le couloir. C'est là qu'une infirmière très gentille qui s'appelle Sophie vient me parler. Madame, excusez-moi, mais je dois vous poser quelques questions sur la situation de cet enfant. Bien sûr. Les médecins ont trouvé d'autres choses inquiétantes quand ils ont examiné Théo. Mon cœur s'arrête. Quoi? Il a des bleus sur les bras et sur les jambes, des bleus qui ont l'air récents, et aussi des bleus plus vieux. Je sens mes jambes devenir faibles. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Nous pensons que cet enfant subit de la violence physique depuis un moment. Violence physique? Je ne peux pas y croire. Mais Bastien et Camille ne m'ont jamais dit qu'ils frappaient en Théo. Les parents ne disent pas toujours la vérité sur ces choses, dit Sophie doucement. Est-ce que vous avez remarqué des changements dans le comportement de Théo récemment? Je réfléchis. Maintenant que j'y pense, oui, il y a eu des changements. Théo était toujours un enfant joyeux et bavard, mais ces derniers mois, quand je le voyais, il était plus silencieux, plus timide. Il sursautait quand quelqu'un bougeait trop vite près de lui. Il est devenu plus calme, je dis, plus craintif. Et physiquement, est-ce que vous avez vu des bleus avant? Je me rappelle maintenant, il y a 3 semaines, quand Théo est venu chez moi, il portait un pull à manches longues même s'il faisait chaud. Je lui ai demandé pourquoi, et il a dit qu'il avait froid. Maintenant, je comprends qu'il cachait peut-être des bleus. Mon Dieu, je chuchote. Comment j'ai pu ne pas voir ça? Ce n'est pas votre faute, dit Sophie. Les enfants apprennent souvent à cacher ces choses. Ils ont peur de ce qui va arriver s'ils parlent. À ce moment-là, Bastien, Camille et le reste de la famille arrivent à l'hôpital. Ils ont tous l'air très inquiets et très coupables. Comment va Théo? Demande Bastien. Il va se remettre, je dis froidement. Pas grâce à vous. Maman, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Nous n'avons jamais voulu qu'il soit blessé. Vraiment? Et les bleus, Bastien? Comment tu expliques tous les bleus sur le corps de ton fils? Le visage de Bastien devient blanc encore une fois. Camille regarde ses pieds. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit Bastien, mais sa voix tremble. Les médecins ont trouvé des bleus partout sur Théo, des bleus récents et des vieux bleus. Est-ce que c'est que vous frappez cet enfant? Nous ne le frappons pas, crie Camille. Nous le giflons parfois quand il fait des grosses bêtises, mais tous les parents font ça. Gifler un enfant de 8 ans n'est pas normal, Camille. Et d'après les bleus, vous faites bien plus que le gifleur. Lucas et Emma écoutent tout ça avec des yeux énormes. Ils commencent à comprendre que leurs parents font des choses très graves. C'est là qu'Emma dit quelque chose qui me glace le sang. Papa, est-ce que tu vas dire à grand-mère comment tu punis Théo dans le sous-sol? Bastien devient furieux. Emma, tais-toi! Quel sous-sol? Je demande. Qu'est-ce que qui se passe dans le sous-sol? Emma regarde son père avec peur.
mais elle continue. Papa enferme Théo dans le sous-sol quand il fait des bêtises, dans le noir, parfois toute la nuit. Je ne peux plus respirer. Toute la nuit, dans le sous-sol noir? Emma, j'ai dit tais-toi. Bastien lève la main comme s'il allait frapper sa fille. C'est là que je vois la vérité horrible. Mon fils n'est plus l'homme que j'ai élevé. Il est devenu un monstre qui torture son propre enfant. Mais ce que j'apprends ensuite est encore pire, parce qu'Emma n'a pas fini de parler. Et grand-mère, elle dit avec des larmes dans les yeux. Papa dit tout le temps qu'il va donner Théo à l'orphelinat s'il continue à faire des bêtises. Il dit qu'il ne veut plus de lui dans la famille. Mon monde s'écroule complètement. Non seulement mon fils maltraite Théo physiquement, mais il le menace aussi de l'abandonner. Ce pauvre petit enfant vit dans la terreur tous les jours, pensant que sa famille va le jeter dehors comme un vieux jouet. Et c'est à ce moment-là que la police arrive. 2 policiers entrent dans la salle d'attente de l'hôpital. Une femme qui s'appelle Capitaine Dubois et un homme qui s'appelle Lieutenant Moreau. Ils ont des visages très sérieux. Nous sommes ici pour l'affaire de maltraitance d'enfants concernant Théo Blanchard, dit Capitaine Dubois. Bastien et Camille se regardent avec panique. Ils savent que leur secret terrible va être découvert. Qui sont les parents de l'enfant? Demande Lieutenant Moreau. C'est nous, dit Bastien d'une voix très faible. Mais je vous assure, il y a un malentendu. Un malentendu? Capitaine Dubois sort son carnet. Laisser un enfant de 8 ans dehors pendant 8 heures par moins 9 degrés, ce n'est pas un malentendu, monsieur, c'est un crime. C'est là que Sophie, l'infirmière, arrive avec des papiers. Capitaine Dubois. Nous avons les résultats de l'examen médical. Théo a non seulement une hypothermie légère, mais nous avons trouvé 14 bleus différents sur son corps. Certains sont très récents, d'autres ont quelques semaines. 14 bleus, je répète. Mon cœur se brise en 1000 morceaux. 14. Sur les bras, les jambes, le dos, et même sur le ventre, continue Sophie. Ces bleus sont compatibles avec des coups de pied, des coups de poing et des objets contondants. Lieutenant Moreau regarde Bastien avec colère. Monsieur Blanchard, nous devons vous arrêter pour maltraitance sur mineur. Non, attendez, crie Camille. Ce n'est pas ce que vous croyez. Théo est un enfant très difficile. Il nous pousse à bout. Madame, dit Capitaine Dubois, rien ne justifie de frapper un enfant au point de lui laisser 14 bleus. C'est là qu'Emma se met à pleurer très fort. Je suis désolée, papa, je ne voulais pas te causer des problèmes. Mais Théo pleurait tellement dans le sous-sol la nuit dernière. Et tu as dit que si je parlais, tu me punirais comme lui. Les policiers se tournent vers Emma. Tu peux nous expliquer ce qui se passe dans le sous-sol? Demande doucement Capitaine Dubois. Emma regarde son père avec terreur. Mais elle continue. Papa enferme Théo dans le sous-sol quand il casse des choses. Il n'y a pas de lumière là-bas, et il y a des rats. Théo a très peur des rats. Papa dit que c'est pour lui apprendre à ne plus faire de bêtises. Combien de temps il reste dans le sous-sol? Demande Lieutenant Moreau. Parfois juste quelques heures, mais la semaine dernière, papa l'a laissé toute la nuit parce qu'il avait renversé son lait au petit déjeuner. Je ne peux plus rester silencieuse. Bastien, comment peux-tu faire ça à ton propre enfant? Un enfant de 8 ans, dans le noir, avec des rats. Tu ne comprends pas, maman, crie Bastien. Cet enfant me rend fou. Il casse tout. Il coûte trop cher. Parfois, j'ai envie de le... De le quoi? Demande Capitaine Dubois.
Bastien s'arrête de parler, mais c'est trop tard. Tout le monde a compris qu'il allait dire quelque chose de terrible. Lucas, qui jusqu'à maintenant était resté silencieux, commence aussi à parler. Papa dit souvent qu'il regrette d'avoir eu Théo. Il dit que notre famille était parfaite avant que Théo naisse. Il dit que Théo a tout gâché. Et maman aussi, ajoute Emma. Elle dit que si elle avait su que Théo serait comme ça, elle ne l'aurait pas eu. Camille devient rouge de honte. Emma, arrête de dire ces choses. Mais c'est la vérité, maman. Tu l'as dit la semaine dernière. Tu as dit que tu aurais dû avorter quand tu étais enceinte de Théo. Le silence dans la salle d'attente est horrible. Tout le monde regarde Camille, qui commence à pleurer. Je n'ai pas voulu dire ça. Elle sanglote. J'étais juste très fatiguée ce jour-là. Théo avait cassé mon ordinateur et... Il n'y a aucune excuse, je dis d'une voix très froide. Vous avez détruit cet enfant psychologiquement. Vous lui avez fait croire qu'il n'était pas désiré, qu'il était un problème. C'est à ce moment-là que le docteur qui s'occupe de Théo, Dr Lemoine, arrive avec des nouvelles. La famille de Théo Blanchard? Oui, nous disons tous en même temps. Théo va bien physiquement. L'hypothermie n'était pas trop grave et nous l'avons réchauffé. Mais j'ai de mauvaises nouvelles concernant son état psychologique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je demande. Cet enfant montre tous les signes d'un traumatisme psychologique sévère. Il nous a dit qu'il pense que sa famille ne l'aime pas. Il pense qu'il est mauvais et qu'il mérite d'être puni. Il nous a même demandé si nous allions le mettre à l'orphelinat parce qu'il a été un mauvais garçon. Les larmes coulent sur mes joues. Mon pauvre petit-fils pense qu'il mérite tout ce qui lui arrive. Il nous a aussi raconté d'autres punitions, continue Dr Lemoine. Il dit que parfois ses parents ne lui donnent pas à manger pendant une journée entière. Il dit que parfois ils lui disent de dormir dans la baignoire vide parce qu'il ne mérite pas son lit. Dans la baignoire, je crie. Bastien, dis-moi que ce n'est pas vrai. Bastien ne peut plus mentir. Il baisse la tête. Seulement quand il faisait vraiment de grosses bêtises. Lieutenant Moreau sort ses menottes. Bastien Blanchard et Camille Blanchard, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance grave sur mineur, séquestration et mise en danger de la vie d'autrui. Non, crie Camille, vous ne pouvez pas nous arrêter. Qui va s'occuper de nos enfants? Les services sociaux vont s'occuper de ça, dit Capitaine Dubois. Lucas et Emma vont être placés temporairement et Théo aussi, jusqu'à ce que nous trouvions une solution permanente. C'est là que je prends la décision la plus importante de ma vie. Je veux adopter Théo, je dis très fort pour que tout le monde m'entende. Tout le monde se tourne vers moi. Quoi? Dit Bastien. Tu as entendu, je veux adopter mon petit-fils. Il ne retournera jamais dans votre maison. Je vais lui donner l'amour et la sécurité que vous ne lui avez jamais donné. Maman, tu ne peux pas faire ça, c'est notre enfant. Votre enfant? Je ris, mais c'est un rire très triste. Vous avez perdu le droit d'appeler Théo votre enfant quand vous avez commencé à le torturer. Vous l'avez traité comme un animal, pire qu'un animal. Au moins les animaux, on ne les laisse pas dehors dans le froid. Les policiers emmènent Bastien et Camille. Ils pleurent et ils crient qu'ils sont innocents, mais personne ne les écoute. Lucas et Emma pleurent aussi, même s'ils ont aidé à révéler la vérité. Ils vont perdre leurs parents et ils ont peur. Ne vous inquiétez pas, je leur dis. Grand-mère va s'assurer que vous allez dans une famille gentille. Et vous pourrez voir Théo autant que vous voulez. Mais Lucas secoue la tête.
Grand-mère, nous aussi, on a fait des choses méchantes à Théo. On se moquait de lui. On disait qu'il était bête. On ne l'aidait jamais quand papa et maman le punissaient. Vous êtes des enfants, je dis doucement. Vous avez appris ce comportement de vos parents. Mais maintenant vous savez que c'était mal et vous pouvez changer. 1 heure plus tard, je peux finalement voir Théo. Il est dans un lit d'hôpital avec des couvertures chaudes. Il a l'air si petit et fragile. Grand-mère, il dit quand il me voit. Oui, mon chéri. Est-ce que papa et maman vont me punir parce que j'ai dit au médecin ce qui se passait à la maison? Mon cœur se brise encore une fois. Non, Théo, papa et maman ne vont plus jamais te punir. Pourquoi? Parce que tu vas venir vivre avec grand-mère maintenant, pour toujours. Les yeux verts de Théo s'illuminent pour la première fois depuis longtemps. Vraiment? Je peux vivre avec toi? Oui, mon amour, tu ne seras plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais dans le froid. Tu ne seras plus jamais affamé. Grand-mère va prendre soin de toi comme tu mérites. Théo se met à pleurer, mais ce sont des larmes de joie. Grand-mère, je promets d'être un bon garçon. Je promets de ne rien casser. Théo, écoute-moi bien. Tu es déjà un bon garçon. Tu l'as toujours été. Les enfants cassent parfois des choses, et c'est normal. Ça ne fait pas de toi un mauvais enfant. Ça fait de toi un enfant normal. Vraiment? Vraiment. Et tu sais quoi? Dans ma maison, si tu casses quelque chose, on va le nettoyer ensemble et après, on va manger des biscuits. C'est ça que font les familles qui s'aiment. Théo sourit pour la première fois depuis des mois. Un vrai sourire d'enfant heureux. 6 mois plus tard, l'adoption est officialisée. Bastien et Camille sont en prison pour 3 ans. Luca et Emma vivent avec une famille d'accueil très gentille et ils viennent voir Théo et moi tous les week-ends. Ils ont appris à être de bons grands frères et sœurs. Théo va beaucoup mieux. Il rit beaucoup, il joue, et oui, il casse encore des choses parfois. Mais maintenant, quand ça arrive, on rit ensemble et on répare. C'est ça, une vraie famille. Il va aussi voir un psychologue qui l'aide à comprendre que ce qui lui est arrivé n'était pas de sa faute. Il apprend à faire confiance aux adultes de nouveau. Le plus beau, c'est qu'il dessine encore. Il fait de magnifiques dessins de notre nouvelle famille heureuse. Dans tous ces dessins, nous sourions. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir dit ces 6 mots terribles ce jour de Thanksgiving. Il n'y a plus de famille ici. Je ne regrette rien, parce que ces 6 mots ont sauvé la vie de mon petit-fils. Ils ont détruit une famille toxique, mais ils ont créé une nouvelle famille basée sur l'amour et le respect. Maintenant, chaque Thanksgiving, Théo et moi, nous préparons le repas ensemble. Il m'aide à faire la dinde et parfois il renverse des choses. Mais nous rions et nous nettoyons ensemble. Parce que c'est ça, l'amour inconditionnel. Et vous savez quoi? Théo n'a plus jamais eu froid. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.